102 WPIX. Right now, 74 degrees in New York City. New York, 11 juin, devant Manhattan. Un engin flottant non identifié tire quelques bords. Sur le pont, Frédéric Beauchesne, l'inventeur du projet, né à La Baule il y a 30 ans. C'est l'homme des défis en planche à voile, avec entre autres le passage du Cap Horn, un wishbone à la main. Avec lui, Thierry Caroni, Lillois, 30 ans lui aussi. Coureur de l'Atlantique, le multicoque dans la peau. Marin et technicien, il dessine la première ébauche de la planche. En cette fin d'après-midi, ils achèvent leur préparation. Dernier réglage, ultime mise au point d'un prototype pour lequel il a fallu tout imaginer, tout inventer pour ce qu'ils vont tenter. Leur projet, c'est l'inimaginable. À deux, sur cette planche à voile, sans aucune assistance, ils partent pour traverser l'Atlantique Nord. Depuis 2 jours, une forte dépression établie sur la côte est des États-Unis bloque la planche à New York. Le départ est imminent, Frédéric et Thierry le savent. Après tant d'acharnement, de préparation physique et mentale, impossible de se relâcher. Alors, malgré le mauvais temps, les deux hommes s'entraînent et s'entraînent encore. Dans la cohue de cette ville tentaculaire, comment ne pas songer au chemin parcouru en quelques semaines? Il y a tout juste 5 mois que tout a commencé à Paris, là où Frédéric réside la moitié du temps pour assurer son travail de conseiller technique en matériel et vêtements de sport. Sur les quais de la Seine, en passant près du Belém, seuls 3 mâts français classés monuments historiques, il se laisse aller au rêve des grandes traversées océaniques. C'est alors que l'idée lui vient. Traverser lui aussi l'Atlantique, mais sur ce qu'il connaît le mieux, une planche à voile. L'idée, dès lors, ne le lâche plus. L'exploit, l'aventure, c'est de traverser sans assistance. Un homme, une planche, un océan. Un homme trop épuisant, irréaliste. Il faut un équipier. Fred pense, je ferai avancer la planche mieux que personne et un marin m'indiquera la direction. Alors la décision est prise. Les contacts sont peu encourageants. Le scepticisme est de règle. Pourtant, il faut faire vite. Nous sommes au début du mois de février. La traversée doit se faire avant l'été. Un ami commun le met alors en rapport avec Thierry Caroni. Allô Thierry? Ben, je voudrais traverser la... Très vite, le courant passe. Fred apprécie les qualités de Thierry et lui confirme sa proposition. D'emblée, celui-ci croit au projet, mais n'en saisit pas toute l'importance. D'accord. J'avais pas du tout compris que c'était pour aller avec lui. Alors ça, c'était très rigolo parce que je pensais qu'il voulait une assistance. Et je croyais qu'il voulait le faire avec une planche à voile de plage. Et donc, qui va très vite. Et pour ça, avoir un bateau d'accompagnement rapide. Et moi, j'avais pensé à le faire avec le multicoque. Donc, moi, j'avais dit, OK, pas de problème. Il y a un peu de mise au point à faire, faut voir, etc. Et puis, il m'a dit, non, non, c'est sans assistance. Alors là, j'ai pas compris parce que je voyais pas qu'est-ce que je venais faire dans l'histoire. Alors, quand il m'a dit, bah, c'est toi qui viens avec moi, ça, c'était vachement rigolo. Alors... là, j'ai dit, bah oui, faut voir, pourquoi pas. Enfin... Pourquoi pas, en effet. Fred Beauchesne sait de quoi il parle. En 1978, première traversée allée de la Manche, 4 heures 8 minutes. 1981, l'aller-retour en 3h22. Entre-temps, en 1980, il double le Cap Horn. Une première jamais renouvelée.
Ces résultats lui attirent la confiance d'autres hommes. Des industriels l'engagent comme conseiller technique. Rasser, Moniteur ou Browning, dont les prototypes sont mis au point chez Hollywing par Fred Meunier. C'est sur cette partie-là qu'ici tu fais l'espèce de cuillère, quoi. Fin février, alors que la construction de la planche n'est toujours pas commencée, Fred et Thierry se rendent à New York, d'où ils envisagent de prendre le départ. Ils vont rencontrer des hommes très vite convaincus, les membres du New York Yacht Club. Les portes de ce club très privé leur sont aussitôt grandes ouvertes. Ils sont là, au cœur de la mémoire de l'Atlantique Nord, Atlantique. La goélette de l'histoire, passée à la légende, construite en 1903, skippée par Charlie Barr, 42 mètres, 1300 mètres carrés de toile, 50 marins. En 1907, une traversée en 12 jours et 10 heures dans un océan déchiqueté par la tempête. Il faudra attendre plus de 75 ans, les multicoques modernes, pour que le record soit battu. Toutes les documentations sont à leur disposition. Charlie Barr, dans son livre de bord, indique départ bateau-phare d'Ambrose au large de New York. Arrivée Cap Lizard, pointe sud-ouest de l'Angleterre. Ces marques deviennent la référence de la traversée de l'Atlantique Nord. Les instructions nautiques indiquent en juin des vents et courants favorables pour les voiliers. La décision est alors prise. Établir un temps de base pour une planche à voile tandem sur la seule route officielle des records. Pas question, bien sûr, de rivaliser avec Charlie Barr. Avec un vent portant et le courant du Gulf Stream, il devrait mettre moins de 30 jours pour rejoindre l'Europe. Remplacé aujourd'hui par une plateforme moderne, l'ancien bateau-phare d'Ambrose au musée marin semble veiller le pont de Brooklyn. Ambrose, dans 3 mois le départ, mais aussi l'aboutissement du projet. Avant de franchir la ligne, tout reste à faire. Préciser le budget, trouver un financement, mais surtout rencontrer et convaincre des hommes motivés et audacieux qui les suivront. Fred est un homme qui fait partie de la race des gens qui ont le courage d'accomplir des exploits. C'est déjà une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de sponsoriser son exploit. C'est parce que je connais le personnage et je crois fermement en lui. Il fait une préparation physique basée sur la résistance-endurance. Tous les muscles vont quand même travailler et surtout les muscles des mains et l'appréhension. Au niveau du wishbone, pour pouvoir tenir pendant aussi longtemps, il faut qu'il soit très bien préparé à ce niveau-là. Et l'Atlantique Nord en planche à voile au mois de juin, avec une bonne dépression, ça représente quand même un exploit parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que d'être au contact de la mer, d'être à 60 cm de l'eau, d'être pratiquement submergé par les vagues en permanence. Physiquement, c'est un exploit de grande valeur et c'est un exploit sportif très important pour moi. Ça va ? Quelles sont les caractéristiques de cette planche, Thierry? Alors la planche fait un petit peu plus de 8 mètres de long. Il a fallu fabriquer une première planche en bois, un espèce de moule mâle. Et les tissus de Kevlar et de carbone ainsi que la résine ont été posés dessus sous vide. Alors il y a eu une première couche qui a été posée, un tissu, par-dessus la mousse et de nouveau un tissu. Et tout ça, ça a été monté sous vide, donc il y a eu un polyane sur lequel ils ont branché une pompe. Et puis, une fois que c'est chauffé, ça polymérise tout seul. Et le principe même de la construction, c'est ce qu'on appelle du sandwich, c'est-à-dire il y a une mousse centrale et un petit tissu, donc de chaque côté, qui fait très très légère épaisseur, mais l'ensemble donne de la rigidité. C'est un petit peu le principe de l'œuf, qui a lui-même une coque relativement fragile, mais si on appuie sur toutes ces surfaces, ça a une certaine inertie. Et donc le chantier a posé après deux énormes pains de mousse sur les extrémités, c'est-à-dire que la planche qui déplacera environ 800 kg, pour être certain qu'elle ne coule pas, il faudrait qu'elle fasse 800 litres de volume étanche. Et en réalité, on est passé à pas loin de 2 mètres cubes
Donc on a presque triplé l'insubmersibilité. Et pour lui donner une structure à la fois longitudinale et latérale, on a mis des petites cloisons qui, elles, sont faites alors avec du nid d'abeille et une mousse Roacel. C'est une mousse ultra légère. Ça n'a aucune rigidité intrinsèque, mais une fois stratifié avec de l'époxy et renforcé du Kevlar et du carbone, ça augmente la rigidité par 1000, par 10 000. C'est juste un support. Quelles sont les ressources électriques que vous utilisez? On a tout simplement quelques batteries qui alimentent deux circuits. Un circuit 24 volts qui est pour la BLU, qui est donc le téléphone transcontinental qui a à peu près 10 000 km de portée. Et on a essentiellement panneaux solaires qui, eux, ont l'avantage d'avoir un poids fixe et qui s'alimente automatiquement. Lorsque on le met face au soleil, ça sort du 12 volts. Alors ça, c'est un prototype qui est tout nouveau, qui est composé de lamelles de quartz qui font à peu près 1 millième de millimètre d'épaisseur. Le groupe électrogène ne sert que pour la BLU. Uniquement le téléphone transcontinental. Et ça alimente tout le reste. Quelle a été la durée de construction de la planche? Ça a fait à peu près 5 semaines. Ça a été très très vite. Le plan définitif est signé Sylvestre Langevin. Pendant qu'au chantier, la construction du flotteur avance, Thierry et Fred affûtent méthodiquement leurs conditions physiques, résistance et concentration. Pour Fred et Thierry, la course aux sponsors continue afin de financer la mise au point du gréement biplan 2 mâts et des wishbones, d'un dessin et d'une structure révolutionnaire. Quelque temps plus tard, Fred, de retour à La Rochelle, retrouve Thierry. La planche est là, sortie de l'ombre du chantier. Il faut maintenant lui inventer des voiles. Bertrand Chéré, voilier à La Rochelle, a dessiné et cousu les voiles des plus célèbres bateaux de course d'aujourd'hui. Il va s'attaquer à cette garde-robe originale. Le cahier des charges est très précis. Trouver des tissus hyper résistants et très légers. Choisir des couleurs vives par mesure de sécurité. Le flotteur d'à peine 80 cm de haut sera le plus souvent masqué par la houle. Enfin, fabriquer 6 jeux de voiles à creux variables choisis selon les allures et la force du vent. L'idée est née ici. C'est ici que la planche va être baptisée et présentée à la presse. C'est bon, c'est bon là. Oui. Oui, oui, très bien. Je veux dire qu'on ne se lance pas quand même dans une aventure telle que celle-là, sans une préparation physique et sans déjà peut-être un certain nombre de records. Déjà depuis lundi, la planche est à l'eau et nous commençons sérieusement les entraînements afin d'être le plus au point possible. Ah, il s'agit d'une planche quand même assez Moi, spéciale. personnellement, ça sera ma 11e traversée atlantique. Je suis plutôt spécialiste du multicoque, hein, donc la planche à voile, pour moi, c'est Nous avons une liaison
avec la BLU qui nous permettra d'avoir des conditions météo à partir de la Terre, de nous éloigner ou nous rapprocher. Système de gréement avec 2 voiles comme ça. Avec 2 voiles chacun, vous voulez dire? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser aussi à Fred. Parce que c'est l'exemple d'Arnaud lui qui a Brandet. pensé. Oui, c'est ça. Enfin, lorsque j'ai toujours lancé des opérations, ce qui m'intéresse, un c'est petit peu plutôt en position d'accusé que tu te retrouves avec un bateau. Oui, bah écoute, la meilleure solution, c'est que les accusateurs viennent me voir à La Rochelle. Et ils se rendront compte ce que c'est que de traverser l'Atlantique avec ce genre d'engin. L'intérêt de ce genre d'exploit. Quand vous voulez. Je suis en train de dire votre... D'accord. D'ici une petite demi-heure, il n'y a pas de problème. C'est lui qui a récupéré... Ils ont un satnav aussi, Je à Satnav. je crois. Et à l'intérieur, c'est Il paraît qu'on fait la navigation, mais à plat ventre. à plat ventre. J'ai essayé de Donc le pied de mât devient tête de mât et inversement. Est-ce que vous faites partie de cette nouvelle race d'aventuriers, les fêlés? Bah oui, moi j'aime bien être fêlé. Après tout, il faut se donner des buts dans la vie et c'est la seule façon d'avancer. Et ce qu'il faut, c'est les buts, c'est les réaliser. « 23 avril à La Rochelle, première mise à l'eau, c'est l'heure de vérité. Ce drôle de flotteur porte aileron et dérive, mais pas de safran. Un gréement sans haubanage posé sur pied de mât articulé. C'est bien une planche à voile, mais tout est expérimental. Comment va-t-elle se comporter sur l'eau? T'es prêt, Fred? Ça glisse? Ouais. Ah, tu tiens? Merde, putain! New York, jour J-2, sur le ponton, 200 kilos de matériel, dont les mâts et les wishbones de rechange. Ce sont des tubes en Zikral et ça, ce sont des pièces mises au point par Fildar pour Browning qui sont en fait de l'aluminium aviation qui a la particularité d'être très rigide mais aussi très léger. Comme les wishbones peuvent avoir des écartements différents, on joue sur une pièce arrière qui permet d'orienter parfaitement le wishbone de façon à être très confortablement installé lorsqu'on est en navigation. Aujourd'hui, ce qui a nécessité des heures d'essai et de modification paraît simple à expliquer. Pourtant, 20 gréements ont été cassés. Il a fallu chasser le poids et répartir les masses, trouver l'emplacement de l'antenne BLU et de son haubanage, placer l'embase de la balise Argos qui permettra de suivre leur progression via satellite et de les localiser s'il faut les secourir, loger le petit groupe électrogène, équilibrer les plans anti-dérive, sabre, aileron arrière, vérifier l'installation électrique et le fonctionnement de l'électronique. Tout doit être contrôlé et prévu avant le départ. Pendant la traversée, plus rien ne pourra changer.
Alors pour ce qui concerne l'alimentation à bord, qu'est-ce que vous emportez? Pour 2 personnes, il y a à peine 100 kilos, ce qui est très intéressant. Bon, là, ce sont des produits Vitagermine super caloriques qui permettent d'avoir des absorptions idéales pour 24 heures. Bon, ça représente un beefsteak. Hein? Bon, ça, c'est le fromage. Bon, autrement, il y a la super levure qui est chargée de vitamine B et qui est également très intéressante pour la peau. Au contrôle de la peau, parce qu'on sera soumis à une humidité constante pendant toute la traversée. Et en cas de retournement, nous on a recours à ce bas de femme qui permet justement de positionner la cuvette comme ça. Le matériel est complètement bloqué. On a 3 litres d'eau par personne par jour, c'est-à-dire grosso modo 200 litres d'eau. On partira avec des vivres fraîches pour au moins 5 ou 6 jours au départ de New York. Enfin bon, si quelquefois les poissons sont avec nous, on essaiera de pêcher quelques trucs. On a pris avec nous 2 caméras, dont une qui est 100% étanche, un petit système qu'on a bricolé nous-mêmes. Ici, il y a 2 petites pattes avec des trous, on peut la fixer absolument partout sur la planche. C'est très très facile à mettre, on la pose et puis on peut la bloquer avec le petit système. Donc on peut avoir des plans différents d'un peu partout. On a aussi l'électronique, on a donc un sat-nav ici. On a une petite calculatrice pour le sextant, on a une Gonio et ici une VHF pour parler avec les avions. Et puis alors ici, les 2 petits Walkman étanches Sony pour écouter l'accordéon. La statue de la liberté en cours de restauration, c'est New York, en ce 12 juin. Frédéric Beauchesne et Thierry Caroni partent pour la première traversée de l'Atlantique Nord en planche à voile tandem. Tout est allé très vite depuis 6 mois que l'idée est née. Les sponsors, la construction du prototype, les essais, la préparation physique et morale. La chance est avec eux. Tout va bien sauf cette dette en dollars. Une inflation imprévue du budget depuis leur arrivée à New York. Gros trou dans les finances. Alors, à l'approche du départ, le moral est bas. La chance semble tourner comme le vent. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le départ a été ajourné et à cause de quoi? Il s'est passé qu'il ne s'est rien passé parce qu'on est encore là, quoi. Le problème, c'est qu'on avait tout planifié pour partir il y a 2 jours auparavant, mais que bon, pour une traversée de 4000 milles, il aurait été de mauvais ton de risquer de casser du matériel dès la première journée, étant donné qu'ils annonçaient 45 nœuds de vent et qu'en fait, il y avait une traînée de dépression sur toute l'Atlantique. Ça partait depuis les États-Unis, depuis la Terre sur les États-Unis jusqu'à de l'autre côté en Europe. Et ça servait à rien de jouer les malins et tout casser contre Long Island, avec surtout les 3 nœuds de courant du Gulf Stream qui nous repoussaient carrément sur la côte. On longe Long Island jusque Nantucket, les bancs de Nantucket, et ça fait à peu près 2 jours de mer. Ça, il faut que ces 2 jours soient vraiment parfaits, qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. En plus, ça sera nos 2 premiers jours en mer, et il vaut mieux pas qu'on soit trop fatigué et qu'on prenne de gros risques. Et je pense qu'on a fait le bon choix. C'est un peu dommage de retarder, mais là, c'est trop risqué, beaucoup trop risqué. Cette dépression qui les bloque dans le port de New York leur réserve une heureuse surprise. À la suite de l'article paru dans le New York Post annonçant leur fameux départ, Fred raconte. Ça s'est passé à l'américaine, quoi. Bon, il nous manquait quand même pas mal d'argent pour boucler l'opération technique. Tant que la dépression arrive, bon, on était obligé d'attendre. Bon, on se lamente en se disant, bon, c'est la première fois autour de cette opération qu'on n'a pas de chance. Le lendemain, 13h30, bonjour, ici Monsieur Jacobi, je suis le vice-président de chez Timex.
Et j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu quelle est votre opération et comment ça va se passer autour de l'Atlantique. 16 h, l'hélicoptère est venu me chercher à New York, sur le toit d'un immeuble. 17 h, je repartais de chez Timex avec le contrat sous la poche. Et une fois de plus, ça montre bien qu'il ne faut pas désespérer et que se lancer dans une opération, si cette opération est crédible et si elle a un intérêt quelque part, le sponsor idéal sera toujours s'en sortir et toujours intervenir au bon moment. Il y a une expérience qui est faite avec une montre là. Oui, en plus, bon, il y a l'idée intéressante. Là en dessous, il y a une montre étanche qui va faire la traversée avec nous. Et c'est une montre test pour montrer que Timex reste bien étanche et résiste bien aux IV pendant toute une traversée. Une belle balade pour cette montre. Samedi 15 juin, météo favorable. Puis c'est le remorquage vers la ligne officielle de départ, le phare d'Ambrose, 20 000 environ après le pont de Verrazzano, ultime limite entre le port de New York et l'Atlantique. Ambrose est maintenant une plateforme pour hélicoptères, mais qui peut douter que rôde ici le fantôme de Charlie Barr et de sa goélette, parti pour cette traversée record, 78 ans plus tôt. « 15 juin, 17h05 GMT. Pour la première fois, une planche à voile double le phare d'Ambrose et prend la route de l'Europe, direction le Cap Lizard, Angleterre. Déjà en course, l'équipage demande énergiquement au bateau accompagnateur qui les dévante de s'écarter. Devant eux, 6000 km d'océan. Sous leurs pieds, 8 mètres carrés à se partager pendant un mois. Les voiles à bout de bras, ils partent pour traverser l'Atlantique Nord. La première nuit 100 fois rêvée, 100 fois appréhendée. La paix s'installe, le tumulte est resté derrière eux. Parents et amis à l'autre bout de l'océan partagent cette première nuit avec eux. Puis le quotidien. Les rythmes obligatoires s'imposent. L'écart au wishbone, au début de 3 heures. L'éclairage des voiles pour être vu des cargos. La surveillance du circuit électrique. Fixer et brancher la caméra. Ne pas tomber. Se nourrir. Reprendre son quart. Affiner les réglages, ne pas tomber, s'alimenter, le petit café chaud, essayer de dormir, se relever, fatigué, se parler, ne pas tomber.
Enfilés, somnambules et maladroits sont cirés dans ce carré de 80 cm de haut qui vous arrive aux hanches. C'est aussi la routine. Tenir la moyenne, fixer le harnais, ne pas tomber, naviguer, naviguer. Attends, on va mettre le pied de mât. On fait comme d'habitude pour le pied de mât. Les répétitions au fil des jours, mais dans la monotonie. Les reflets du plancton dans l'écume et les dauphins inlassables. Le ciel le plus souvent bas et les nuages qui filent. Quelques rayons de soleil, parfois. C'est bon, ok. Le vent a tourné. Ouais, ok. À 4 nœuds de moyenne, la durée de la traversée est estimée à 25 ou 30 jours, selon la route suivie. Vivres et eau ont été calculés sur cette base pour limiter la charge. Et dans la première semaine, les vents irréguliers tournants vont faire chuter la moyenne. 2 nœuds. Déjà, Fred et Thierry envisagent de se rationner. La traversée s'enlise. Le Gulf Stream est encore loin. Les vents tombent complètement. Les courants sont contraires. Pendant quelques heures, ils reculent malgré eux vers l'Amérique. Ils sont bien partis pour battre les records de lenteur et de durée sur planche à voile. Ne pas s'énerver. S'occuper le plus possible à vérifier le matériel. Ça tourne à la croisière. Parce qu'ils montrent obstinément la route, on maudit le compas. Alors, pour essayer d'avancer, on pompe en musique. De la visite, un chalutier américain. Vous voulez qu'on vous ramène à la plage? Non, non, on va en Europe. En Europe, cinglé ces franchises. En ces jours de tranquillité forcée, ils ont le temps de choisir leur menu. Fred présente à Thierry la carte de l'Ermitage, hôtel-restaurant de la Baule. Mon cher, vous prendrez bien une plaquette vitaminée? Non, non, je prendrai plutôt une plaquette vitaminée. Encore des dauphins? Trop gros ces dauphins. Ce sont des baleines, 2 à 3 fois plus longues et 10 fois plus lourdes que la planche. Inoffensives, mais impressionnantes. Pendant plusieurs heures, Thierry et Fred redouteront un contact par trop amical. Deuxième semaine. Un vent de sud-est les pousse au nord, vers le banc de Terre-Neuve. Succession de grains violents. Sur le pont, tous les moyens sont bons pour attacher le matériel. Il ne faut perdre ni voile, ni gréement. La température est de 5 degrés. Les doigts sont engourdis par ce froid humide. Fin juin, en France, les véliplanchistes sont en maillot de bain. Lorsque rien ne va, ça s'accumule. Alors survient l'imprévisible. À l'horizon, une trombe. Immense colonne d'eau tournoyant sur elle-même, montant à 300 mètres d'altitude. Elle passera à moins de 500 mètres derrière eux. Tout de suite, c'est le vent, brutal. La mer se creuse et se hache en tous sens. La voilure est réduite à 3 mètres carrés. Ils ne peuvent pas tenir plus d'1 quart d'heure au wishbone. Mais pas question pour l'instant de se laisser dériver. Une vague par le travers retournerait la planche à coup sûr. Et puis, il faut avancer, avancer. Harnais décrochés, ils tiennent le gréement à bout de bras. En cas de survente violente, ils n'auraient pas le temps de le larguer et seraient entraînés à la mer. Ces harnais de couleur vive, pour être repérés plus rapidement en cas de chute, les relient à la ligne de vie qui court sur le pont. Une autre ligne de vie est traînée dans l'eau, derrière la planche.
Fred s'acharne encore, mais Thierry, sceptique, finit par renoncer. À sec de toile, il jette l'ancre flottante pour maintenir autant que possible le flotteur face à la lame. Commence alors une dérive incontrôlable qui les remonte vers le banc de Terre-Neuve et la ligne sud des icebergs, signalée très basse cette année. Suit leur premier retournement. Tout arrimé, capot fermé, ces précautions permettront de rétablir la situation très vite. Trop sollicité, le puits de dérive laisse apparaître une voie d'eau dans la coque. Il va falloir écoper toutes les heures. Troisième semaine. Le dos, les genoux sont douloureux. Mais le Gulfstream établi à un nœud vers l'est et les vents d'ouest tant attendus sont au rendez-vous. À ces allures portantes, la voile arrière dévente la voile avant. Garder les deux gréements n'aboutit qu'à fatiguer les deux hommes sans améliorer la vitesse. C'est donc sous un seul gréement et des quarts réduits à 1 heure du fait de la fatigue grandissante que la route va se poursuivre. Le milieu de l'Atlantique, point de non-retour, est passé avec 1 semaine de retard. Ils ne jetteront pas un regard aux Açores, pourtant distantes de 300 ou 400 milles seulement. Et la moyenne augmente progressivement, 80 000 par jour depuis le 40e ouest. Maintenant qu'ils sont bien dégagés de Terre-Neuve, ils décident d'orienter la route un peu plus au nord. 12 heures par jour au Wishbone. Chaque jour, ils tracent sur le capot leur chemin de croix. Il faut protéger les mains du sel et de l'humidité. Bien que les vivres soient comptés, le moral est bon. En ce qui concerne la météo, là, j'ai quelques informations. Est-ce que ça t'intéresse à toi? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Quatre jours sur 5 de mauvais temps. Même en ce mois de juin, c'est bien l'Atlantique Nord. Charlie Barr peut retourner dormir tranquille. La relève est assurée. Le vent monte. La moyenne aussi, plus de 100 000 par jour. La planche part dans des surfs diaboliques à 12 nœuds et plus. La machine est lancée. La traversée s'affirme. Et la vie continue. Les communications avec la France. L'émetteur BLU est faible et malgré ses hauts-bannages, l'antenne s'est cassée. La propagation est très mauvaise dans la journée. Alors, tous les 2 jours, il réveille Bernard à Paris à 4 heures du matin pour connaître les prévisions météo. Dès qu'ils sont hors quart, ils réparent, ils soignent aussi leur peau à l'aide d'une solution alcoolisée protégeant les zones irritées par les cirés ou les combinaisons. Fred confectionne 2 bonnets dans une paire de chaussettes. Les basses températures persistent et c'est un accessoire qu'ils avaient oublié. Ils perdent le seul luxe de cette traversée, le café chaud qu'ils buvaient, recroquevillés dans l'habitat. La bouteille de gaz est vide. Et toujours veiller les cargos. Pourtant, tous ne sont pas menaçants. Ils rencontrent le Rostand de la CGM. Le contact est établi. Malgré le manque de vivres, ils refusent toute assistance, mais décident de faire passer sur le navire les boîtes de films qu'ils ont tournées. Il y aura un témoignage de ce qu'ils ont fait, quoi qu'il arrive. C'est au bout d'un filin que sont hissées les images que nous avons vues. La suite nous montrera que cette précaution était sage. Au moment de se séparer, ils sont pris dans les remous et se voient déjà impuissants, projetés contre la coque. Il s'en faudra de peu. 30 mètres au-dessus, sur le pont, personne ne s'est aperçu de rien. Une des grandes frayeurs du voyage. Le vent est là. La moyenne augmente encore, 6 nœuds. À ce rythme, l'arrivée dans 4 jours. Les oiseaux se font plus nombreux. Thierry, les cheveux coupés ras pour soigner un eczéma, fait le point au sextant. Le sat-nav ne fonctionne plus, les conditions ont eu raison de lui. Le circuit électrique donne des signes de fatigue. La sortie des panneaux solaires photowatt est en court-circuit. L'essence manque pour le groupe électrogène. Le retard pris n'a pu être rattrapé. Ils sont maintenant, depuis 34 jours, sur leurs 8 mètres carrés de planche en plein océan.
Les chevaux sentent l'écurie, le moral efface la fatigue. Le vent est là, le temps est clair. Avec toutes ces pluies, l'eau douce ne manque pas, alors on se fait une beauté. Mais le dernier bulletin météo annonce une forte dépression et le répit est de courte durée. L'enfer reprend. Voilure réduite, il décide de continuer à faire route. Le wishbone assuré par un bout sur le pont, pas le moment de perdre un gréement, calé contre la dérive relevée, il fonce vers l'Angleterre. Fred est au wishbone, Thierry file. La pression sur le petit triangle de voile est limite. Les poussées d'adrénaline se succèdent dans les cerfs. Soudain, sans comprendre, Thierry voit Fred basculer dans un ralenti involontaire. Visiblement, il se laisse emporter sans esquiver le moindre geste. La caméra tourne encore. Il faudra voir le film en ralenti pour comprendre. Un coup de vent plus brutal pousse la voile en avant. Le bout d'assurage du wishbone se tend. La voile bloquée bascule sur le côté, entraînant Fred prisonnier de son harnais. Fatigué, il n'a pas le réflexe de le larguer. C'est alors la chute tant redoutée. Il y en a eu 25 depuis le départ de New York. À partir de cet instant, nous n'aurons plus aucun contact avec eux. 2 jours plus tard, c'est l'avion Breguet de la Marine nationale qui sera le premier à les localiser et qui communiquera leur position à notre vedette. Je me dirige vers la planche, là. Vous êtes à combien de la planche? Je suis à 20 000 de la planche. Ils sont dans le sud de l'ensemble pour 3 000. Fin des champs. Bon, je pense que je vais pouvoir les accoster là, on ne devrait pas avoir de problème. On va les accoster là, ils vont vous parler pendant la chef du bord là. Vous pourrez mettre leur batterie juste 2 minutes pour leur dire bonjour et les féliciter. Si tu devais résumer là ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu dirais? Gros pari quoi, hein. Gros pari et je pensais pas que c'était aussi dangereux. Hein. On s'est fait bien peur, on s'est fait bien brasser, mais bon, c'est sûr qu'une fois arrivé au bout, ça restera des bons souvenirs, mais il y a eu des stress. Hein. Ce qui était génial, c'est ce qui change du bateau, c'est que sur un bateau, on fait marcher une machine, tandis que là, on est complètement avec la mer, puisqu'on a besoin de nous pour avancer. C'est vraiment, on est avec l'eau, et ça, c'était vraiment génial. On s'est retourné 2 fois. Et la deuxième fois aurait pu être catastrophique parce que c'est une vague qui nous a retourné, mais malheureusement il n'y avait pas tellement de vent et on n'arrivait pas du tout à la remettre à l'endroit hier. On est resté 2 heures et on a pu la retourner en mettant une voile sur la dérive derrière. On n'a plus d'éclairage vis-à-vis des cargos et on a redouté l'entrée dans la Manche pour ce problème-là, parce qu'on n'est pas maniable du tout, comme vous pouvez le voir. Hein. Comment tu la vis cette dernière longueur et qu'est-ce que tu attends quand tu vas mettre le pied à terre? J'aurais surtout aimé vous montrer ce que c'était que l'Atlantique et je regrette un peu qu'on arrive avec ce soleil, quoi. Parce qu'on vous a quitté avec le soleil et vous nous retrouvez avec le soleil, mais il faut savoir que sur 38 jours, on avait simplement eu 4 jours de soleil et encore pas chaud du tout, quoi. Ce que je vais aimer une fois arrivé à terre, finalement, c'est peut-être vouloir repartir en mer, mais peut-être pas dans les mêmes conditions quand même. On est à combien de temps de Cap Bizarre là maintenant? Pour nous, c'est plus tellement un problème parce que 10 heures de plus, ça fait rien. Maintenant, on sait qu'on arrivera au bout. Il faut compter encore 5 ou 6 heures là. Mais là, on tiendra. Ça aura duré combien de temps cette aventure? Bah écoute, là, dans 1 heure et 30 minutes, ça fera 38 jours. Donc ça aura fait un peu plus de 38 jours. Là, j'ai battu mon record de temps en mer là.
C'est fini, ils sont passés. Sont-ils seulement soulagés et heureux? Ou regrettent-ils déjà les sensations de ces 6 semaines de jours et de nuits exceptionnelles? Comment il est le premier steak là? Dans l'assiette? Mais encore. Bien cuit, impeccable. Ça va, c'est bon? Ouais, ça a bon goût, hein. Alors, et les œufs, ça tue combien de temps les œufs avec lesquels vous les faites? Tout le temps. Tout le temps. Ouais, il y avait juste les jaunes qui étaient décalés. Il y avait les jaunes qui étaient décalés. 2 mois et demi. Non, mais c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient dans le noir. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Un jaune, ça se décale, un jaune d'œuf. Oui, vous avez Tu passes ton temps à brancher l'antenne, parce que c'est peut-être drôle d'appeler à la BLU, mais c'est du boulot. Hein. Sortir le groupe électrogène, mettre de l'essence, truquer, démarrer le groupe, redescendre en courant à l'intérieur, commencer à faire les... Toute la nuit, pendant que nous ferons route vers Brest, et malgré la fatigue des 930 heures passées en mer les pieds dans l'eau, ils vont raconter. 15 minutes, quelquefois 20 minutes. Alors il est évident que nous, après, on s'est un peu démotivés, quoi. On a appelé, l'autre jour, ça passait super bien, on a appelé jeudi dernier, vendredi. Ah, on peut pas, c'est le jour du foot. Bon, bah, terminé, quoi. Au matin, ils reconstituent devant notre caméra leur deuxième retournement. Imprudence ou hyperconfiance, si près de l'arrivée, le capot n'était pas complètement refermé. Une partie du matériel disparaît en mer, dont la moitié des boîtes de films tournées depuis la rencontre avec le Rostand. Voilà encore 2 aventuriers de l'inutile. L'inutile, cette invention de quelques hommes pour dire aux autres: vous valez mieux que ce qu'on dit, vous pouvez plus que ce qu'on vous demande, vous avez dans un coin de votre vie un océan à traverser, alors faites-le. Dans le sillage de Charlie Barr, ils ont accompli la première traversée de l'Atlantique Nord en planche à voile. Ils ont inscrit leur nom auprès de ceux des grands aventuriers de la mer. Ils s'appellent Frédéric Bochen et Thierry Caroni. Champagne. Et puis en même temps, c'est les juste. Oui, merci. Félicité. C'est vraiment un très très beau. Merci de votre soutien et je tiens à vous signaler que la montre que nous avions collée à l'avant de la planche marche toujours, mais est à l'heure américaine. Ah bon, c'est excellent quand même. On s'attendait à ce que ça soit dur, mais pas à ce point-là quand même. Sont difficiles à raconter tout de suite, nous en avons beaucoup dans la tête, mais j'espère avec Thierry revenir et vous présenter le plus rapidement possible le film qu'on aura fait pendant toute cette traversée.